Préparez-vous à une exploration captivante à travers 3 récits saisissants des eaux traîtresses de l'Atlantique Sud jusqu'à l'emprise glaciale de l'Antarctique. Soyez témoins de rencontres glaçantes qui transforment des paradis en champs de bataille. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons la nature imprévisible et impitoyable qui se cache sous la façade sereine des paysages les plus envoûtants de notre planète. Histoire 1. Les îles Follin, un archipel semblable à un bijou éparpillé sur l'étendue turquoise de l'océan Atlantique Sud, était une vision de beauté intacte. Nichés sur le plateau patagonien se trouvaient des plages vierges, une faune foisonnante et un paysage à couper le souffle sculpté par la main de la nature. Carmen Miller, Evan Davis, Maria John et Elizabeth Brown étaient 4 amis unis par une soif insatiable d'aventure et une profonde admiration pour le monde naturel. Leur périple débuta sous un ciel peint de teintes vibrantes d'orange et de rose, le soleil levant traçant un chemin scintillant sur l'eau. Les rires résonnaient sur les vagues alors qu'ils lançaient leurs 2 kayaks. L'un emmenait Carmen et Evan et l'autre était confié à Maria et Elisabeth. L'air salé, embaumant le parfum frais et vivifiant de l'océan, emplissait leurs poumons d'exaltation. Leurs pagaies s'enfonçaient dans l'eau cristalline, chaque coup les rapprochant de leur destination. Au fil de leur navigation dans l'archipel, le soleil montait plus haut dans le ciel, baignant les îles d'une chaude lumière dorée. Les eaux turquoises étincelaient grâce aux dauphins joueurs, leurs corps élancés effectuant des arcs dans les airs lors de démonstrations acrobatiques envoûtantes. Au-dessus d'eux, les oiseaux de mer s'élevaient sur les courants thermiques, leurs cris composant une véritable symphonie de la nature. Un sentiment d'émerveillement les submergea lorsqu'ils contournèrent un affleurement rocheux. Devant eux se dévoila un spectacle saisissant. Une colonie de manchots se mouvait en trottinant le long d'un rivage immaculé. L'air vibrait sous les appels rauques de milliers de manchots, leur plumage noir et blanc formant un contraste frappant avec la végétation d'un vert émeraude. Ce tableau emplissait leur cœur d'un profond sentiment d'émerveillement et de respect pour l'équilibre délicat de la vie. Sur cette île reculée, le balancement doux des kayaks reflétait la camaraderie des amis qui échangeaient leurs histoires, leur joie amplifiée par la beauté des environs. Les silhouettes des oiseaux se dessinaient contre le ciel azur, tandis qu'une atmosphère de tranquillité les enveloppait, la cadence des coups de pagaie se mêlant au son apaisant des vagues. Mais au-delà de l'horizon, la mer recelait des secrets insoupçonnés. Dans les profondeurs, une force puissante attendait son heure. Soudain, la paisible sérénité fut brisée par l'émergence d'un phoque léopard, élégant et redoutable, ses yeux rivés sur le groupe sans méfiance. Sa forme puissante fendait l'eau, tel un prédateur se préparant à frapper. Evan et Carmen, inconscients du danger, poursuivaient leur périple. Le soleil amorçait sa descente, peignant l'horizon de nuances orangées et rosées. Brusquement, le massif phoque léopard attaqua le kayak, ses grands yeux sombres fixés sur eux avec une intention prédatrice. La panique s'empara de Carmen alors que la créature monstrueuse s'approchait à une vitesse vertigineuse. Sa tête massive, bordée de rangées de dents acérées, brisa la surface de l'eau à quelques centimètres du kayak. Dans un rugissement, semblant ébranler les fondations même de l'océan, le phoque se jeta sur le kayak. Le cri de Carmen fut étouffé par la morsure des mâchoires du phoque, assez puissante pour écraser un os qui se refermèrent sur sa jambe avec une force inimaginable. La douleur fut indescriptible, une agonie brûlante déchirant son corps. Elle fut projetée dans l'eau glaciale telle une poupée de chiffon. Le choc du froid engourdissait momentanément la douleur, mais l'attaque du phoque était implacable. D'une violente secousse de sa tête, la bête déchira la chair de Carmen, laissant une plaie béante qui colora l'eau d'un rouge sanglant. La terreur s'empara d'elle lorsqu'elle vit le prédateur revenir pour une nouvelle attaque, ses yeux brillants d'une froide détermination calculatrice. Alors que Carmen luttait contre l'étreinte glaciale de l'eau, la dernière chose qu'elle ressentit fut la pression écrasante des mâchoires du phoque sur sa poitrine. L'obscurité avalant peu à peu sa vision. Dans un ultime souffle insupportable, sa vie s'éteignit
ne laissant derrière elle qu'une ondulation silencieuse à la surface, tandis que le phoque monstrueux disparaissait dans les profondeurs avec son macabre butin. Accablé par le choc et le chagrin, Evan luttait contre les vagues, déterminé à atteindre la sécurité du rivage. L'eau, jadis source de joie, semblait désormais menaçante, dissimulant la menace qui avait coûté la vie à Carmen. Haletant, Evan peinait à comprendre la tragédie qui s'était abattue sur eux, les vagues répercutant le tumulte de son âme. Pendant ce temps inconsciente du drame, Maria et Elisabeth pagaillaient tranquillement. Leur kayak se trouvait à environ 200 mètres de celui de Carmen et Evan, si bien qu'elles ignoraient ce qui se passait derrière elles. Les rires qui avaient empli l'air quelques instants plus tôt semblaient désormais appartenir à un autre monde. L'ombre menaçante du phoque léopard se mouvait furtivement sous la surface, attiré par sa prochaine proie imprudente. D'un geste précis et rapide, le phoque se jeta sur le kayak de Maria et Elisabeth, le renversant dans un violent tourbillon. Le chaos éclata lorsque l'eau glaciale les engloutit. La quiétude des eaux turquoises fut instantanément remplacée par des vagues tumultueuses. Dans les cris désespérés des deux femmes, les yeux écarquillés de terreur de Maria croisèrent ceux d'Elisabeth dans un moment d'incrédule solidarité. Leurs cris se fondirent en un appel de détresse qui résonna sur l'étendue déserte, un appel à l'aide qui resta sans réponse. Le phoque léopard monstrueux, prédateur parfaitement adapté aux conditions rudes de l'océan austral, fendant l'eau à une vitesse alarmante, faisait preuve d'une agilité presque surnaturelle, trahissant sa visée mortelle. Ses yeux d'obsidienne, vides d'émotion, se fixèrent sur Maria avec une concentration implacable. Sans la moindre hésitation, il se jeta, ses mâchoires massives se refermant dans un craquement écœurant. Les cris de Maria, étouffés par l'eau glaciale qui l'engloutissait, résonnent dans le cœur d'Elisabeth. Le rouge vif de son sang souilla l'eau, jadis immaculé, rappel brutal de la domination du prédateur. Elisabeth, paralysée par un mélange d'horreur et d'incrédulité, vit son amie être entraînée dans les profondeurs, l'écho glaçant du dernier gémissement de Maria, gravé à jamais dans sa mémoire. Instantanément, une détermination primitive inonda ses veines. Elle s'agrippa au kayak renversé avec une poigne de fer, ses doigts s'enfonçant dans le plastique comme si c'était le seul lien qui la maintenait en vie. L'eau glaciale engourdissait ses membres, neutralisait ses sens et puisait dans ses forces, mais ses yeux restèrent fixés sur le prédateur, telle une promesse silencieuse de se battre pour survivre. Le phoque détourna alors son attention vers elle, sa tête massive émergea des profondeurs telle une apparition, ses yeux brûlants d'une faim insatiable. Alors qu'il se jetait en avant, ses mâchoires s'ouvrant pour porter le coup final, une décharge d'adrénaline parcourut les veines d'Elisabeth. Elle tenta de nager, mais la peur de l'eau glaciale paralysa ses mouvements. Le phoque léopard se jeta sur elle à toute vitesse, ses dents acérées déchirant le cou d'Elisabeth, ne laissant aucune chance de survie. Quelques secondes plus tard, le corps sans vie d'Elisabeth se débattait dans l'eau. En l'espace de 5 minutes, le phoque avait tué 3 femmes vivantes. L'océan, jadis paisible, était devenu le théâtre d'une tragédie déchirante, les cris des victimes se perdant dans l'immensité sans qu'aucune aide ne puisse intervenir. Ayant atteint la sécurité du rivage, Evan se retourna, incrédule, son esprit peinant à comprendre le cauchemar qui s'était déroulé en quelques minutes. Le soleil se couchait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur la plage, en contraste saisissant avec les échos lointains des rires qui avaient jadis empli l'air. Les corps de Carmen, Maria et Elisabeth gisaient silencieux sous les vagues, victimes du prédateur implacable. Le seul survivant, Evan, se tenait sur le rivage solitaire, hanté par les événements glaçants qui venaient de se dérouler. Les îles Follin, jadis un lieu de joie et d'exploration, portaient désormais le poids sombre d'un souvenir obsédant, rappelant l'imprévisibilité qui se cache sous la surface des eaux apparemment sereines de la vie. Histoire 2. Ushuaia, en Argentine, niché au cœur des contreforts accidentés des Andes, scintillait sous la caresse dorée du soleil couchant. L'air, vif et chargé du parfum de l'océan proche, crépitait d'anticipation. Le canal Benga, véritable joyau aux eaux turquoises, lové entre des collines émeraudes et des pics enneigés, attirait par la promesse d'une beauté à couper le souffle et d'expériences inoubliables. Isabella Rodriguez,
biologiste marine passionnée par l'océan, scrutait l'eau du regard aiguisé d'une observatrice expérimentée. Ses mains burinées, marquées par des années à manipuler des espèces marines fragiles, tenaient fermement la barre du petit bateau. À ses côtés, Miguel Lopez, capitaine chevronné à la barbe poivre et sel, murmurait des récits de ses innombrables voyages en maniant la navigation avec une aisance déconcertante. Parmi les touristes à bord se trouvait Olivia Thompson, jeune étudiante aux yeux pétillants de curiosité qui serrait son appareil photo, impatiente d'immortaliser la magie qui se déroulait devant elle. John Philip, voyageur aguerri en quête d'aventure, s'appuyait contre la rambarde, le regard fixé à l'horizon, espérant apercevoir en silence les insaisissables manchots et phoques qui avaient élu domicile en ce havre. La journée se déroulait paisiblement, tandis que le bateau glissait sur les eaux calmes du canal Benga. L'atmosphère était rythmée par les bavardages joyeux des touristes, chacun capturant l'instant avec son appareil photo. Isabella, passionnée par la vie marine, partageait ses connaissances sur la faune locale, indiquant du doigt les manchots plongeant avec grâce et les phoques se prélassant sur les affleurements rocheux. Le soleil baignait le paysage de teintes chaudes, diffusant une lueur apaisante sur le bateau et ses passagers. Soudain, la tranquillité du canal fut rompue par une ondulation qui se mua en vagues, brisant la surface miroitante et attirant tous les regards vers son origine. Une grande silhouette, lisse et puissante, fendit l'eau. Son pelage tacheté étincelait sur le fond turquoise tandis qu'elle se rapprochait, révélant une tête imposante et des dents acérées comme des rasoirs. L'atmosphère se chargea d'une énergie nouvelle, un mélange exaltant d'émerveillement et d'appréhension. C'était un majestueux phoque léopard, dont la présence imposait à la fois le respect et la prudence. Tandis que les touristes retenaient leur souffle et que les appareils photos crépitaient, la voix d'Isabella s'imposa, ferme et calme. D'une main sûre, elle agrippa instinctivement la barre pour donner l'ordre solennel d'informer les passagers de la présence du phoque léopard à proximité du bateau, insistant sur l'importance de rester assis et d'éviter tout mouvement brusque. Ce message silencieux incita Miguel à maintenir une distance de sécurité avec ce redoutable animal. Miguel, capitaine expérimenté ayant navigué ces eaux pendant des années, acquiesça en silence et ajusta la trajectoire du bateau. L'excitation initiale laissa place à un sentiment d'urgence, une tension palpable dans l'air forgée par l'expérience accumulée au fil des années d'observation de la vie marine. Les yeux d'Isabella parcouraient l'eau avec une concentration inébranlable, fixée sur le prédateur imprévisible. Les éclaboussures joyeuses des manchots et les siestes des phoques sur les rochers furent soudain oubliées, remplacées par la danse silencieuse entre l'humain et la bête. Dans son enthousiasme juvénile, Olivia ne put résister à l'attrait hypnotisant de ce prédateur fascinant et, ignorant les avertissements, se pencha dangereusement par-dessus la rambarde, les yeux rivés sur la magnifique créature glissant dans l'eau. Une montée d'adrénaline la parcourut, son cœur battant à la fois de peur et d'excitation. Le phoque, alerté par ce mouvement grâce à ses sens acérés, vit en un instant une opportunité et bondit tel un torpille. Sa puissante mâchoire s'ouvrit dans un fracas terrifiant, témoignant de toute sa vigueur prédatrice. Pris de court par cette attaque fulgurante, Olivia n'eut pas le temps de réagir. Elle fut arrachée de la sécurité du bateau dans une démonstration horrible de force brute, disparaissant sous la surface froide et impitoyable du canal Benga. L'atmosphère joyeuse qui régnait à bord se dissipa en un éclair. Des cris déchirants retentirent alors que les touristes assistaient, impuissants, à la scène atroce. Le bateau se mit à tanguer violemment, tandis que John Philip et Miguel luttaient désespérément pour ramener Olivia à bord, leurs efforts se heurtant à la force implacable du phoque. L'attaque, d'une violence inouïe, fut fatale et sans pitié, entraînant la mort instantanée d'Olivia. Les eaux autrefois paisibles se teintaient de gris menaçant, tandis que le corps sans vie d'Olivia était traîné vers les profondeurs. La tragédie s'abattit sur les passagers aussi rapidement que l'attaque, étouffant rires et conversations sous un flot de sanglots étouffés et de chuchotements terrifiés. L'écosystème vibrant auquel ils s'étaient attachés se transforma en terrain de chasse, les manchots et phoques, jadis joueurs, devenant de simples témoins impuissants de la brutalité implacable de la nature.
Miguel, fort de son expérience, manœuvra promptement le bateau pour s'éloigner de la scène de carnage. Déchirée entre la responsabilité de protéger ses passagers et l'angoisse de la tragédie qui se déroulait sous ses yeux, Isabella lutta contre ses larmes. Le phoque, implacable, n'avait montré aucune pitié, et le destin d'Olivia fut scellé sous les vagues impitoyables. Impuissante face à la cruauté brute de la nature, les passagers ne pouvaient qu'observer, horrifiés, l'enchaînement des événements. Le bateau, désormais chargé de chagrin, avançait péniblement dans le canal Benga, tentant de restaurer un semblant d'ordre dans ce chaos. Bien qu'habituée à observer et à comprendre la vie marine, Isabella dut faire face à la dure réalité de la brutalité de la nature. Autrefois, source d'émerveillement, le paysage pittoresque se mua en toile de fond à une tragédie inimaginable. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur le bateau et ses occupants, jadis emplis de rires et d'excitation, l'air se chargea de tristesse. Isabella, malgré le poids de l'événement, garda son sang-froid pour assurer la sécurité des touristes restants. John Philip, le visage marqué par l'horreur, ne put que murmurer une prière silencieuse pour l'âme perdue d'Olivia. De retour au port, les touristes, habituellement si animés, descendirent du bateau dans un silence pesant, confrontés à l'après-coup de ce drame. Isabella ressentait alors une profonde responsabilité. Les autorités furent informées et l'incident fut officiellement signalé, marquant un sombre chapitre dans l'histoire d'Ushuaïa en tant que havre touristique. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'attaque du phoque léopard résonna dans la ville côtière. Aux prises avec l'émotion, Isabella trouva du réconfort dans son engagement pour la conservation marine. Cet incident servit de rappel brutal du fragile équilibre entre la curiosité humaine et les forces indomptées de la nature. Jadis symbole de la beauté naturelle d'Ushuaïa, le canal Benga devint désormais le sinistre témoin de l'imprévisibilité dissimulée sous la surface. Le nom d'Olivia Thompson se murmurerait désormais avec tristesse, hommage à une vie fauchée par la splendeur cruelle et implacable du monde sauvage. Cet événement laissa une marque indélébile sur Isabella, Miguel, John Philip et toute la communauté, soulignant les risques inhérents à l'exploration du monde sauvage, même lorsqu'on cherche simplement à admirer les merveilles de la nature. Histoire 3. Red Island, un éclat désolé de sable surgissant de l'étreinte glacée de l'océan Antarctique, se dressait, tel un sentinelle silencieuse, au cœur de l'immensité du continent le plus austral. Un unique pic volcanique, dont le sommet était à jamais enveloppé d'une brume tourbillonnante, dominait le paysage de l'île. C'était le champ de bataille choisi par une équipe de volcanologues intrépides, le cœur embrasé par le même feu qui bouillonnait sous la croûte terrestre. À la tête de cette expédition audacieuse se trouvait la renommée Dre Anna Petrova, scientifique chevronnée au sang-froid d'acier et à l'esprit aiguisé par des années de recherche. Habituée à l'étreinte impitoyable des régions polaires, ses rides témoignaient de la sagesse acquise au fil d'innombrables expéditions. Mais ses yeux gardaient encore la curiosité juvénile qui l'avait poussé à consacrer sa vie à percer les mystères enflammés du cœur de la Terre. À ses côtés se tenait James, un jeune doctorant ambitieux dont la soif de savoir était aussi sans limite que les étendues glacées qui s'étiraient devant lui. Avide de faire ses preuves et d'apprendre auprès des meilleurs, il suivait chaque pas de la Dre Petrova, son carnet de notes regorgeant d'observations minutieuses et son esprit débordant de questions. Complétant le trio, il y avait Miller, l'assistant discret mais inestimable de l'expédition. Homme de peu de mots et d'une loyauté sans faille, il possédait une force tranquille et une profonde compréhension de la dure réalité antarctique. Ses mains burinées, endurcies par des années à manipuler un équipement délicat dans des conditions impitoyables, témoignaient de son engagement indéfectible envers le succès de l'expédition. Pendant 2 semaines, ce trio improbable s'enfonça au cœur de cette île solitaire. Leur journée était rythmée par une exploration scientifique méthodique, collecte de données, analyse des éruptions volcaniques et cartographie de l'activité géothermique pulsant sous la surface terrestre. Chaque pas était un risque calculé, une danse délicate entre la curiosité scientifique et les forces imprévisibles de la nature, capables de déchaîner leur fureur à tout moment. Pourtant,
Il persévérait, mu par un désir insatiable de repousser les frontières du savoir et de dévoiler les secrets cachés au sein du cœur enflammé de Red Island. La nuit antarctique déclinait sur eux, enveloppant l'île d'une lueur surnaturelle. Red Island diffusait une lumière étrange sur le paysage glacé. Dreana, emmitouflée dans des couches d'équipements isolants, bravait les températures frigides en explorant un champ basal près de l'imposante caldeira. Forte de sa vaste expérience et de sa détermination inébranlable, elle s'avançait seule vers un terrain difficile. James et Miller, quant à eux, travaillaient à la documentation du projet et demeuraient au camp de base. L'air était rare, les vents mordants, mais Anna continuait, portée par sa quête de comprendre la géologie instable qui grondait sous ses pieds. Plus elle s'enfonçait dans le champ basal, plus la nuit antarctique dévoilait son allure mystérieuse. Des jets de vapeur s'échappaient de fissures dans le sol gelé, créant une danse éthérée de brume et de cristaux de glace. Dreana, le souffle visible dans l'air glacé, collectait méticuleusement ses données, inconsciente du danger qui se cachait sous la surface. C'est alors qu'au cœur de ce paysage austère, la quiétude fut brisée. Un immense phoque léopard fit irruption, sa silhouette élancée émergeant des eaux glacées, perturbant les travaux de recherche minutieux sur le terrain basal. Saisie par la présence inattendue de ce prédateur redoutable, Petrova se retrouva face à face avec l'animal. La froide nuit résonna alors du choc de deux mondes, l'exploration humaine et la sauvagerie indomptée. Le silence de la nuit, déjà alourdi par le froid, fut déchiré par un rugissement terrifiant, ébranlant les vents antarctiques. Les yeux froids et calculateurs du phoque se fixèrent sur Anna, qui resta figée devant ce prédateur inattendu. L'attaque fut fulgurante et brutale. D'un puissant bond, le phoque se jeta vers Anna, ses dents acérées scintillant sous la lueur de la lune. Avant qu'elle ne puisse réagir, la créature massive referma ses mâchoires sur son bras, la morsure faisant éclater les os et déchirer la chair. Le cri d'Anna, empli d'horreur et de douleur, transperça la nuit, ses échos se perdant dans le vent impassible. Elle lutta de toutes ses forces, mais l'étreinte du phoque était implacable. Il la traîna vers le bord de l'eau, sa silhouette sombre contrastant violemment avec la blancheur de la neige. Malgré une résistance qui dura quelques minutes, elle n'était qu'un être humain impuissant face à la brutalité de ce prédateur sous-marin. Le phoque léopard entraîna Anna sous l'eau, laissant derrière lui une traînée de sang, témoignage de la mort impitoyable d'une chercheuse passionnée. Au camp de base, dans ce décor implacable, James et Miller continuaient leur travail, inconscients de la tragédie qui se déroulait. La froide nuit antarctique accentuait l'isolement de Red Island et une inquiétude grandissante s'empara du camp au fil des heures lorsque Anna Petrova ne revint pas. Poussé par l'angoisse et un sentiment de responsabilité, James, le jeune doctorant ambitieux, fut le premier à sentir que quelque chose n'allait pas. Rassemblant Miller, ils se lancèrent dans une expédition périlleuse vers le champ basal. Les vents antarctiques hurlaient et le paysage, baigné dans la lueur étrange de la nuit polaire, semblait dissimuler les secrets de la tragédie en cours. Arrivés au point de recherche, James et Miller découvrirent une vision glaçante. Les restes épars de l'équipement de l'Anna et des traînées sanglantes sur la glace immaculée. La gravité de la situation les frappa avec une force plus puissante que les vents antarctiques. Anna n'était pas là et les preuves parlaient d'une lutte désespérée dans l'obscurité glaciale. Submergés par le chagrin, le choc et une détermination farouche, James et Miller parcoururent le paysage gelé à la recherche de Petrova. L'Antarctique, implacable et indifférent, n'offrait aucun réconfort, tandis qu'ils faisaient face à la dure réalité de leur environnement. La désolation de Red Island reflétait le vide laissé par l'absence de leur leader. Au fil des heures, l'espoir s'amenuisait, tandis que les cruels vents antarctiques murmuraient des récits de l'imprévisibilité et de la rudesse de cet environnement polaire. Ayant travaillé aux côtés de Anna pendant des années, Miller ressentait intensément le poids de cette perte, tandis que James, déterminé à faire ses preuves, se retrouvait confronté aux dures réalités de la vie et de la mort dans l'un des milieux les plus impitoyables. L'aube antarctique peignait l'horizon de teintes roses et orangées, jetant une lumière mélancolique sur l'équipe de recherche dévastée.
Autrefois, un foyer d'exploration scientifique, le camp de base se dressait désormais en témoin silencieux des événements tragiques survenus lors de cette nuit polaire. Confrontés au chagrin et aux épreuves insoutenables de leur environnement, l'équipe se voyait désormais confrontée à l'immense tâche de transmettre la nouvelle dévastatrice à la communauté scientifique. Red Island, avec son étendue glacée s'étirant dans l'immense nature antarctique, portait désormais les échos d'une histoire qui transcendait les frontières de la recherche scientifique. L'héritage des Anna Petrova, gravé dans la glace impitoyable et dans la mémoire de ses collègues, devenait le témoignage des risques inhérents et des sacrifices consentis dans la quête de percer les mystères et les secrets cachés de l'environnement polaire.